Pour ce qui est de notre petit déjeuner sur les villes, celui-ci va se diviser en deux temps. Un premier temps qui sera un propos plus introductif sur finalement le rôle des villes dans leurs émissions mondiales, mais également le rôle qu'elles jouent en tant qu'acteurs et actrices de la diminution des émissions de GES, au niveau de l'adaptation, de l'atténuation. On reviendra également sur leur rôle pour ce qui est de l'implémentation de l'accord de Paris. On reviendra aussi sur la manière dont elles travaillent, le fait qu'elles se mettent en réseau pour décupler en fait leurs impacts. Puis nous parlerons plus spécifiquement en fait du rôle des villes, de leur situation au Canada et au Québec. Donc sans plus attendre, je vais laisser la parole à Maïp et n'hésitez pas à utiliser la boîte de chat si vous avez des questions. Et je vous souhaite de très beaux échanges. Merci beaucoup, Gaïa, et bon matin à tous de Glasgow. C'est pas plus tard ici maintenant. Je m'appelle Maïp Sandou et je suis normalement le chargé de Carrefour climatique communautaire et le projet de la réalité climatique au Canada. Mais pour cette semaine, la semaine passée, je suis correspondant en direct à la 26e conférence du parti à la Paris. Aujourd'hui, à la COP, c'est la journée des villes. Alors, pour moi, c'est une journée très occupée parce que les villes sont au cœur de la lutte contre le changement climatique. Euh, alors, à commencer, j'aimerais peut-être juste donner un peu de contexte sur le rôle du ville dans un process comme ça. Parce que, comme vous pouvez savoir, le conférence des partis, c'est le processus de l'ONU. Et l'ONU a été créée après la Deuxième Guerre mondiale euh, par les pays, et particulièrement avec un contexte sur les pays de l'Ouest qui a défini les parties et les pays avec les militaires et avec les différentes définitions. Qu'est-ce que c'est une partie pour l'accord du Paris, tous les autres accords internationaux. Une ville, normalement, avec seulement l'exception du ville-État comme Singapour, n'avons pas le pouvoir d'être bien représentés dans ces processus. Alors, forcément, ils doivent parler avec les représentatifs du gouvernement fédéral pour donner une voix à leur constituency et le monde, les maires, les maires et tous les gens qui travaillent dans l'espace municipal. Et c'est le même contexte pour tous les autres acteurs qu'on dit multiniveau, multi-level action. Et c'est pour ça que je trouve ce process, c'est normalement difficile à voir qu'est-ce que les villes peuvent faire ensemble, juste avec les différents committements. Alors, on a un mélange ici du représentatif d'une grande ville mondiale, comme Londres, Beijing, les autres grandes villes, mais aussi les différentes communautés qui sont plus petites et tellement importantes. Alors, la majorité des gens autour du monde vivent dans les villes. Et c'est pour ça qu'on trouve les villes avoir un rôle très important dans cette négociation. Alors, ce dialogue entre les villes et le parti et pays sont normalement faire dans un espace privé. C'est normalement difficile pour nous, comme les sociétés civiles, les NGO et les médias, pour voir qu'est-ce que c'est la relation entre une ville et leurs négociateurs ici à la COP et les autres process. Alors pour nous, c'est important de faire un bon rapport avec les représentatifs du ville qui sont vraiment partie d'une délégation fédérale. Et en la Caisse de Québec aussi, une délégation provinciale. Une autre chose intéressante, c'est que le COP, ça passe ici à Glasgow, en Écosse, et dans le Royaume-Uni, il y a une dévolution du pouvoir. Alors, j'ai vu que le gouvernement de l'Écosse, qui est pas séparé que le gouvernement du Royaume-Uni, pardon, il y a un annoncement.
une réalité de la conférence des partis. Alors, je suis maintenant dans un espace partagé avec tous les autres pavillons du pays. Et, OK, c'est pas trop grave. OK, pour continuer. Oui, le gouvernement d'Écosse a fait un effort pour donner une voix à les différents représentatifs du gouvernement qui sont pas fédérales en définition. Et j'ai vu que les pavillons s'appellent Multi-Level Action Pavilion, ou multiniveau pavillon d'action. C'est financé par le gouvernement d'Écosse et ça donne un espace dédié aux villes pour parler et pour faire des différentes négociations, pour accéder des réseaux, mais aussi pour tous les différents réseaux d'action municipales qui sont présents mondialement, mais aussi aux différentes régions du monde. Parce qu'il y a ici au Canada, avec les fédérations de municipalités, on a beaucoup d'actions dans les différentes choses comme le changement climatique, mais aussi dans les différents pays et différentes régions du monde, en Afrique, dans le sud de l'Amérique et aussi dans l'Asie. Il y a des différents réseaux qui, euh, qui jouaient un rôle très important aussi parce que beaucoup de pays, ils font leurs négociations comme un bloc. Par exemple, il y a le groupe qui représente plus de 60 pays en développement. Et le réseau qui représente leur ville peut forcer, avec le dialogue, cette bloc de parler de leur ville dans cette négociation, particulièrement où ça concerne les négociations sur l'adaptation à les impacts du changement climatique. Peut-être vous savez, la grande majorité des villes dans tout le monde sont très proches à la mer ou notre système maritime. Et c'est pour ça que les inondations sont un grand risque à leur sécurité et leur avenir collectif. C'est pour ça qu'on trouve que les villes qui sont ici sont normalement le concern principal, c'est l'adaptation. Et à ce moment, il y a une grande inégalité entre le pays au nord, comme le Canada, qui a les ressources et les systèmes pour financer leur résilience à les impacts. Ça, ce n'est pas le cas pour tous les pays du monde, particulièrement les pays au sud. En Afrique, par exemple, les villes n'ont pas les mêmes ressources d'adapter à ce moment. Alors, ça, c'est une concerne aussi. Et il y a des discussions sur loss and damage. Ça, c'est particulièrement concernant les parties d'infrastructure et les impacts directs du changement climatique sur ces systèmes de transportation, infrastructure, mais aussi la nature qui est présente dans ces villes, qui pourrait être une solution, pas juste à la crise climatique, mais aussi à la crise de biodiversité. Peut-être une chose que les gens ne savent pas, c'est que, particulièrement dans le sud du monde, les villes sont places où la biodiversité, c'est très important. Il y a des différents corridors et le tourisme écologique, c'est une grande partie de leur économie. Par exemple, à Costa Rica, ça c'est un pays qui est maintenant un leader sur une nouvelle alliance s'appelle BOGA, Beyond Oil and Gas Alliance. Et ça, c'est une collection du pays qui est pour la première fois dans les négociations internationales à faire un commitment pour arrêter le développement et l'utilisation de différentes sources qui est la cause de cette crise climatique. Alors, ça, c'est une chose très importante et on trouve qu'avec ces pays qui est plus petits, leur ville avoir plus de pouvoir pour déterminer
la position du délégation fédérale. C'est pas vraiment le cas au Canada parce qu'on est un pays très grand avec beaucoup de villes et c'est pas comme on a une ville. Je peux donner l'exemple du Mongolia où il y a juste une ville et une demi de la population vit seulement dans une ville. Alors, le maire du reste d'une ville a beaucoup de pouvoir pour déterminer l'agenda du pays. Et ça, c'est pourquoi ces réseaux d'action sont très importants. Alors, je parlais beaucoup de différents sujets, mais j'aimerais juste peut-être demander s'il y a des questions sur des choses spécifiques que j'ai dit, parce que oui, c'est un dialogue. Merci. Gaïa, peut-être. Oui, Laura, tu as une question? On est ici. Ouais. C'était pour applaudir, mais j'ai des questions aussi. Mais si tu veux commencer, Gaïa, comme vous Ah voulez. non, non, tu es bienvenue. Vas-y, Laura. Ouais, OK. Tu as mentionné beaucoup justement l'agentivité des villes, la façon qu'ils peuvent agir. Est-ce que tu as des exemples concrets, à part l'adaptation, mettons, puis la résilience, là, est-ce que tu as des exemples concrets de choses que les villes ont comme pouvoir? Oui, oui, absolument. Merci pour la question, Laura. Alors, avec les villes et l'adaptation, on pourrait voir les infrastructures pour combattre les inondations, particulièrement pour les villes qui sont situées dans l'espace maritime, comme Halifax au Canada. Et maintenant, le maire d'Halifax, il est le chef du maire Big City, une grande ville autour du Canada. Alors, pour eux, c'est un exemple de la confluence du travail domestique et négociations internationales. C'est de venir et dans le monde avec 2 degrés de chauffement, les inondations vont être c'est une chose où la capacité du ville pour préparer pour les inondations sera différente entre 2 degrés et moins de 2 degrés. Et ça c'est une raison pour donner l'urgence pour la mitigation. Mais sur l'adaptation, c'est-à-dire que on a une ville et on a assez de ressources. Alors, avec les fonds d'adaptation, et ça, c'est un point spécifique de négociation pour les différents pays. Qu'est-ce que c'est, comment ça coûte pour se préparer et avec les ressources qui sont disponibles aux différentes villes et pays, comment est-ce qu'on peut trouver une balance entre le financement climatique qui sera marqué pour les villes dans le contexte des différentes régions mondiales. Alors, au Canada, on dit que normalement, on n'est pas dans une place où on aimerait demander au reste du monde pour payer pour notre système d'adaptation, mais on pourrait donner la recherche le contexte de nos villes pour supporter les villes dans le sud global pour se présenter leur contexte aussi. Alors, ça, c'est juste un exemple de comment une ville pourrait ajouter à ces discussions et négociations. Et comme physiquement ici, j'ai vu beaucoup des maires qui fait les annoncements ici à des différents pavillons nationaux où, comme j'ai dit, le gouvernement d'Écosse a donné un espace spécifiquement pour les villes. Ça, c'est comment il va attraper l'attention du média pour ces listes. Mais au même temps, j'aimerais dire que les négociations sont vraiment séparées que l'accès aux sociétés civiles et aux représentatifs des villes qui ne sont pas formellement partis formellement ici avec la délégation fédérale. Et ça, c'est la raison que j'ai dit les relations, le rapport entre les personnes, c'est la seule chose pour faire un peu d'influence sur les négociateurs.
je trouve. C'est dommage parce que aussi, avec le COVID, il y a les différents barrières accès. Alors, la grande majorité du représentatifs du ville qui sont ici viennent des pays développés dans le nord. Alors, ça, c'est une chose d'inégalité qu'on a trouvé aussi. Maïk, moi j'avais une question sur les pertes et préjudices, parce qu'on sent qu'à cette COP-là, le fait de dégager des fonds finalement pour les pertes et préjudices et de les prendre en considération, c'est vraiment un enjeu très important, voire même un des plus importants, notamment aussi trouver des financements. Est-ce que tu sens que de la part des villes, il y a aussi une sorte de plaidoyer qui se développe dans ce sens-là, qu'on n'est pas seulement sur l'adaptation, l'atténuation, mais qu'on va aussi vers les pertes et préjudices? Oui, et peut-être je peux donner un peu de contexte. La différence, c'est perte et préjudice et l'adaptation. Et il y a quelques différentes considérations. Une grande considération, c'est risque et accès au financement pour ces. Pour... Est-ce que tu peux écouter si j'allais maintenant? Oh, non, c'est d'accord? OK, parfait. Oui, c'est bon. Je vais... OK, parfait. Je vais juste recommencer. Alors, les pertes et préjudices, c'est très concerné avec le financement et le niveau de risque parce que on a vu les impacts du changement climatique déjà. À Montréal, par exemple, l'été passé, en 2019, c'était pas normal. Et dans les différents pays mondiaux, particulièrement l'Afrique, ça c'est le continent euh, qui est impacté par le chauffement climatique. Euh, euh, le- c'est le plus impacté. C'est la partie préjudice, c'est une discussion des vies dans ces pays. L'adaptation, c'est très important pour préparer, mais on a, on a vu que les impacts, c'est trop tard pour quelques impacts. Il va passer et on doit avoir un système mondial qui value l'égalité et qui disent qu'on doit avoir des financements euh, et pas juste lasser les. Ah, Maïp, on a perdu la connexion, je pense. Je peux parler un peu. Je peux parler un peu sur le contexte du Canada et Québec parce que on a un contexte intéressant dans le contexte global. C'est parce que dans beaucoup de pays, une ville, légalement, ça existe comme légalement en structure d'une constitution. Euh, et pour nous, c'est pas vraiment la cas. Euh, les villes sont une création d'une province. Alors, qu'on a vu en la casse d'Ontario il y a 2 ans, la province a changé les règles dans la ville durant l'élection. Ça, c'est une chose qui peut passer ici parce qu'on a une constitution, une structure qui donne beaucoup de pouvoir aux provinces pour déterminer la capacité du ville pour se gouverner. Dans le contexte des changements climatiques, c'est-à-dire que les villes sont capables de faire beaucoup s'ils sont si les provinces donnent le pouvoir aux villes pour acter. Et c'est différent dans les différentes provinces. Alors, en Colombie-Britannique, il y a beaucoup de spécifiques fonds et pouvoirs qui étaient donnés au gouvernement municipal pour acter. Au Québec, normalement, je pense que c'est plus des actions collectives entre une province et la ville qui est cofinancée. Et ça, c'est normal en Ontario aussi. Mais la raison que ça pourrait être un peu difficile pour acter dans le contexte du changement climatique, c'est que
c'est totalement dépendant sur cette relation entre une ville et une province et l'incertitude politiquement avec cette relation, ça donne peu de risque pour une ville d'acter, particulièrement quand c'est une peu difficile pour une ville pour créer des fonds pour des différentes actions. Alors, ça, c'est une raison qu'on a beaucoup d'actions avec les fédérations de municipalités canadiennes qui actent normalement comme un bras financement du gouvernement fédéral pour supporter des différentes villes avec des différentes initiatives. Par exemple, une chose qui a été annoncée quelques années avant, mais qui continue à être financé plus en plus chaque année, c'est le Fonds pour l'adaptation municipale du gouvernement fédéral. Et ça pourrait supporter les différents projets d'adaptation dans les grandes villes et dans les petites municipalités, n'importe de quelle province. Et ça, c'est une petite très importante pour la stratégie fédérale qui est dans le développement, mais on sait déjà que ça va continuer à passer parce que le gouvernement fédéral a donné une petite certitude dans ce contexte. Une autre chose que j'aimerais dire, c'est que le Canada, on trouve une grande différence entre les gens qui vivent dans une ville et dans le contexte rural pour leur c'est quelques différentes choses. Je vais parler quand I have to be careful. Parce que l'éducation, c'est une chose importante. La compréhension du changement climatique et la compréhension que les différentes villes et municipalités sont peut-être, quelques villes sont dépendantes sur une industrie fossilière à ce moment. Alors, dans ces contextes, normalement, c'est plus facile pour une ville adapter les impacts directs du changement climatique et c'est un peu plus difficile à faire les efforts de mitigation comme la construction d'une infrastructure pour supporter les véhicules comme électriques pour le système de transport. Mais c'est plus facile à faire par exemple, dans l'Ouest, les centres de préparation pour des feux et pour les électrices. Et l'inondation, c'est un autre exemple. C'est juste parce que ça, c'est le contexte d'Ontario et Québec, ça, c'est le plus grand impact qu'on a tous les printemps chaque année. Alors, ça, c'est un peu de contexte sur la décision et la capacité pour les villes à acter. Mais j'aimerais dire aussi qu'on est plus comme les États-Unis dans ce sens. Et dans les autres pays, normalement, il y a différents systèmes dans l'Union européenne, les villes européennes. Il y a beaucoup plus des fonds spécifiques qui sont disponibles spécifiquement aux villes, n'importe quel pays, parce que la structure de l'Union. Dans l'Afrique, par exemple, il y a beaucoup le rôle du banque multilatérale sont plus importants pour financer les différentes initiatives. Un autre exemple, c'est dans Colombie. Il a le système le plus grand électrifié pour les autobus dans cette partie du monde après la Chine. Alors, et ça, c'était financé par une banque multilatérale. Pour nos villes, c'est pas normalement comme ça. C'est plus une relation entre les différents niveaux du gouvernement. Émilie, est-ce que ça répond aux interrogations qu'on avait un peu avant que Maïk revienne ou tu aimerais approfondir davantage? Mais c'est juste que j'aimerais, parce que j'avais fait une petite recherche sur les inondations et les solutions, dans le fond, qui sont mises de l'avant par les autorités municipales de plusieurs villes dans la province. Mais j'ai pas l'impression que c'est juste une question
compétences, disons. Il y avait d'autres problèmes aussi qui étaient imbriqués dans ça, donc, comme ben, le fait que c'est une autorité différente. Donc, des fois, les cartographies sont pas les mêmes d'une ville à l'autre, même si c'est le même cours d'eau. Donc, est-ce que ici, il y a comme des initiatives qui sont mises en place pour essayer un peu d'uniformiser tout ça, pour que, tu sais, ou que des villes apprennent de d'autres villes ou des regroupements, dans le fond, d'élus municipaux et provinciaux pour que la gestion soit un peu plus intégrée à l'échelle de la province, même si chaque ville a sa propre juridiction. Oui, alors, je peux parler les différents systèmes d'apprentissage de ville, des différentes solutions climatiques, peut-être. Il y a, je pense, différentes directions différentes dans ce sens. Il y a les lignes directement entre les villes et leurs gestionnaires et leurs maires et maires, mais aussi il y a le pouvoir des peuples, de leurs constituants, des citoyens, qui peuvent parler et voir, par exemple, les, les villes en Québec sont nouvellement, il y a des systèmes pour financer spécifiquement les différentes rénovations à différents édifices, qui est maintenant une inspiration pour les activistes et les gens dans la ville de Winnipeg, en Manitoba. Ça, c'est un exemple du pouvoir du peuple à voir qu'est-ce qu'il fait dans cette ville-là et qu'est-ce qu'on pourrait faire ici, c'est quoi les différences entre nos systèmes. Alors, une raison pour ça, c'est que toute l'information d'une ville ne sont pas normalement, il n'y a pas le même espoir d'action. Et aussi, euh, l'information n'est pas totalement très bien partagée entre toutes les villes, particulièrement à cause de la division du ville par province. Et aussi, j'aimerais dire que ça, c'est une chose on travaille sur ça à la projet de réalité climatique avec notre Ligue nationale sur le climat. C'est un exercice sur le data ouvert pour donner une opportunité aux différentes personnes autour du pays pour participer démocratiquement. On fait les mesures du travail dans différents pays sur le changement climatique, mais aussi les différents indicateurs du accès comme espace public, des choses comme ça. Alors, si tu es intéressé sur cette première ligne que je parlais, directement entre les villes et les différents niveaux de gouvernement, la Fédération canadienne des municipalités a beaucoup de ressources et connexions directes entre ce contexte. Et ECLI, ça c'est notre bonne place pour voir. Et aussi, on est maintenant en train de faire une collaboration avec l'Institut Tamarack pour étudier les collectivités zinc qui sont présentes autour de Québec et ce modèle qui a beaucoup de potentiel pour supporter des initiatives similaires dans différentes villes autour du pays. Alors, ça c'est notre exemple. Et dans le contexte mondial, le GCOM, Global Covenant of Mayors, c'est une collection des représentatifs du ville de tous les mondes. Et ils sont composés de différents réseaux nationaux et régionaux autour du monde. Alors, cette connexion directe entre les villes sont bien facilitées avec ces réseaux, mais normalement, c'est pas le process, c'est pas comme très inclusif aux citoyens dans les villes. Alors, avec les projets qui sont innovatifs et autour du structure normale de financement, comme avec le mouvement populaire, ça, c'est normalement un peu difficile à partager entre les villes sans le support du peuple auteur. Ouais.
Merci Maï, c'était très Merci. intéressant. Est-ce que tu pourrais justement revenir un peu sur le rôle un peu que peut jouer des acteurs, que peut jouer le projet de la réalité climatique, mais aussi tu parlais des collectivités zen, c'est le Front commun pour la transition énergétique. Tu sais, comment, quel rôle en fait ils peuvent jouer peut-être pour accélérer cette coopération ou pour permettre, je sais pas, que des choses émergent plus facilement plutôt vers le bas plutôt que comme vers le haut. Est-ce que tu pourrais revenir un peu là-dessus? Oui, bien sûr. Pour commencer, j'aimerais dire une chose sur ce process de négociation à la COP. Parce que pour moi, j'ai une badge bleue. C'est-à-dire que je peux accéder un espace avec les négociateurs. Mais à cause de différentes raisons, les observateurs qui sont représentatifs de société civile, on n'est pas capable de vraiment entrer les salles de négociation. Euh, on est forcé euh, d'apprendre ce qui se passe après. Et cette inégalité d'accès à cet espace, c'est plus pire pour les protesteurs qui sont là maintenant et qui étaient là pour tous les 2 semaines. Et ça, c'est une raison que j'ai un peu de frustration avec ces processus internationaux. C'est que peut-être les gens pensent que maintenant, c'est le temps de faire des protestes. C'est totalement important, absolument. J'étais là sur samedi, mais on doit faire ce type d'engagement public et mobilise pour tous les autres 50 semaines d'année. Alors, ça, c'est le rôle du peuple dans nos programmes, par exemple. Dans le carrefour climatique communautaire, on a un réseau de plus de 30 groupes municipaux, des citoyens qui travaillent sur le changement climatique, la justice climatique aussi, pour engager avec leurs représentatifs pour dire j'aimerais voir cette policy dans ma communauté, j'aimerais changer la dependency sur les interests du développeur et commercial dans notre démocratie locale. Ça, c'est une chose qui, je trouve, d'être très important à nos compétences de vraiment challenge les raisons qu'on est ici dans le premier contexte. Il y a beaucoup de potentiel dans une ville pour faire des changements. Les conseillères, s'ils sont notre voisine, on est tous dans la même communauté. Alors, quand les peuples sont bien organisés à le niveau local et municipal, c'est beaucoup plus facile à faire des changements qu'ici dans le process qui est inaccessible par dizaines. Oui. Alors, ça, c'est la raison que j'adore travailler avec les activistes et les organisateurs au niveau local. Euh, et je pense qu'avec nos programmes et aussi nos programmes pour les étudiants, le Campus Core, ça donne l'habilité pour vraiment faire une change à niveau local, pour développer la capacité d'acter pour vraiment voir comment, comment se travaillent ces systèmes et comment on pourrait la changer. Euh, et la dernière chose que j'aimerais dire, c'est que c'est un effort commun. On a une responsabilité civique pour acter, pour engager avec nos représentatifs. Euh, et c'est bien à faire maintenant dans les négociations, mais les positions du pays étaient bien établies comme l'année passée. Alors, c'est important d'engager avant la COP, entre les COP, et pas juste durant la COP. Et pour continuer un peu sur cette lignée-là, il y a eu les élections récemment au niveau municipal, puis on a vu beaucoup de mairesses élues, puis beaucoup aussi de personnes avec des préoccupations liées à l'environnement. Qu'est-ce que ça génère pour toi en termes peut-être de possibilités, d'espoir, de... Ça, c'était un peu de rayon de soleil pour moi dans le monde de l'espace
climatique, c'est difficile d'être content avec la nouvelle des jours à jour, mais avec ces développements au niveau municipal, particulièrement dans l'Ouest, on a vu en Alberta un grand changement avec le type de discussion qu'on a sur le changement climatique. Je pense qu'on a vu que autour du pays, les personnes qui est engagé à niveau local dans les villes, à voir que c'est pas on n'aimerait pas avoir une guerre culturelle sur une crise qui est, qui est ici, qui on voit pas juste dans le contexte scientifique, mais quand on est dans la rue, on peut voir le changement climatique, c'est une réalité climatique. Alors, je pense que avec ces élections, on a vu que les peuples continuent à dire chaque élection, on aimerait avoir action, ambition, changement. Euh, et ça, c'est ce qui se passe. Je pense que pour les politiciens qui pensent qu'ils pourraient faire une plan sans un vrai plan pour engager sur le changement climatique, c'est pas une chose qui va continuer d'être possible dans notre contexte politique. C'est très important pour voir que les leaders avoir le pouvoir qui est donné par le public pour acter avec ambition sur cette crise climatique. Et c'était très bien à voir. Je pense que maintenant, on a un plus grand consensus. I don't know if that's a French word. Alors, oui. Alors, un plus grand consensus sur le changement climatique et la nécessité d'acter avec l'ambition maintenant parce que l'échange ne va pas passer seulement ici à la COP. On doit changer au terre dans nos villes et aussi les autres municipalités plus rurales. Merci Maï. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Le micro est ouvert. Oui, Laura. Ben, tu as parlé du BOGA, puis hier, il allait peut-être annoncer une liste plus détaillée ou plus avancée des signataires. Là. Est-ce qu'aujourd'hui, Oui. avec le décalage horaire, tu es comme plus avancé dans la journée que nous? Là? Est-ce que j'ai pas eu le temps de regarder? Est-ce qu'ils ils ont parlé de ça aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des nouveaux signataires? Alors, l'annoncement du BOGA aujourd'hui, je pense que ça passe peut-être maintenant, peut-être dans le Nord. Alors, je n'ai pas vu. Ce matin, j'ai vu que les différents pays, particulièrement ceux qui viennent des îles Pacifiques, sont en train de jouer une grande rôle pour augmenter l'ambition sur cette alliance. Mais je me dis aussi qu'avec ces alliances, c'est peut-être difficile à voir leur potentiel et impact au commencement, au début. Parce que, par exemple, on a vu la PPCA, le Powering Past Coal Alliance, c'était une autre alliance du pays. Et ça, c'était actuellement initié par le Canada et le Royaume-Uni. Au début, c'était seulement les pays qui n'utilisent pas le... Pour... Désolé, j'ai oublié le mot français. Mais les gens qui disent c'est pas une vraie alliance, il n'y a pas une point, c'est trop petit, la Chine c'est pas là, la Russie c'est pas là. Mais ça c'est au début. Euh, alors il y a comme 3 années, je pense, du commencement de cette alliance et c'est plus grand. Il y a différents pays, les différents pays européens qui est dépendant sur cette source d'électricité à accéder à cette alliance aussi. Moi, je pense que la BOGA, ça pourrait être une bonne solution, mais aussi pour, pour ajouter au niveau d'ambition internationale pour vraiment changer le système d'énergie et
faire la transition totalement. Je pense qu'il y a des pays, il y a des entrées fossilières qui sont ici, qui pensent qu'on va jamais changer ce système. Les pétrolières vont rester ici pour centaines, 200 années. C'est pas une perspective qui est une perspective de réalité. C'est une histoire ridicule qu'il parle tous les jours. Mais on avoue qu'avec le Boga, avec les autres alliances, avec l'ambition qui est donnée par le peuple, particulièrement dans le sud, on pourrait changer ce système d'émission. Et moi, je pense que le Boga sera plus grand à la prochaine COP et ça va continuer jusqu'à la fin. Mais merci pour la question, Laura. Cet après-midi, au débriefage, on va sûrement reparler de ces éléments-là. Il y aura Andréane et Maïp nous rejoindra certainement aussi pour nous faire un point sur lui parce qu'avant qu'on commence, il m'expliquait qu'en fait, là, actuellement, il y avait une plénière avec des annonces justement au pavillon pour les villes. Donc, c'est quelque chose dont on va reparler dans la journée, notamment au débriefage. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont soulevées ou Maïp, est-ce que tu veux préciser certains points? S'il y a des questions, je pourrais prendre des notes, je pense. Et aussi, j'aimerais, si vous avez des différents avis, des différentes informations à partager, c'est un espace ouvert. Je pense qu'on n'a pas de questions ni de micro qui s'ouvre. Maïp, je te remercie vraiment pour l'ouverture de cette matinée. C'était super. Je pense qu'on est très chanceux de t'avoir eu en direct de la COP ce matin pour nous. Bon. Puis, merci, Gaïa. Je te dis à tout à l'heure pour le débriefage. Et je vous dis aussi... Je peux me dire... Merci beaucoup pour l'opportunité de parler et merci pour rester avec je sais que ma français, c'est pas le meilleur, mais